Ok, chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La souveraineté numérique. Ce séminaire se tournera autour de l'introduction de la souveraineté numérique, les dimensions de la souveraineté numérique, les enjeux de la souveraineté numérique et enfin les stratégies et solutions. Tout cela avec Dr Bouchra Jarfat, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Bouchra. Dr Bouchra, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonsoir, mademoiselle Malek. Bonsoir, chers étudiants. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous un sujet d'actualité intitulé La souveraineté numérique. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une question simple. Donc, euh, quand vous avez ouvert votre téléphone, par exemple ce matin, pour regarder la météo ou bien lire un message, savez-vous où sont passées vos données ou bien dans quel pays, euh, sous quelle juridiction ou bien entre les mains de quelle entreprise? Donc, la plupart d'entre nous ne le savent pas. Et c'est précisément le point de débat de départ de notre sujet aujourd'hui. Donc, construire notre autonomie numérique pour un avenir maîtrisé et sécurisé. Pour cela, je ne sais pas pourquoi, et je vais faire comme ça manuellement. Donc, pour cela, on va suivre le plan suivant. Donc, tout d'abord, je vais introduire c'est quoi la souveraineté numérique et pourquoi ce concept il est devenu central. Dans un deuxième temps, on va voir les dimensions de la souveraineté numérique, de point de vue juridique, de point de vue technique, de point de vue économique et notamment social. Dans la troisième partie, nous examinerons les enjeux concrets tels que la cybersécurité, les données de santé et la politique industrielle. Et enfin, on va aborder les stratégies et les solutions avec des exemples, par exemple, de l'Europe et de l'Afrique. Donc, on va commencer par la première partie, qui est l'introduction à la souveraineté numérique. Donc, ici, j'ai mis une phrase. Donc, la souveraineté numérique consiste à ne pas subir le numérique, mais à le contrôler. Retenez bien donc ce verbe, contrôler. On va y revenir. Mais tout d'abord, on va commencer dès le départ. Donc, on vit dans un monde qui est envahi par la transformation digitale. Ça, c'est évident. Donc, la transformation digitale, qui désigne l'intégration massive des technologies numériques dans tous les secteurs, comme l'économie, par le e-commerce, le fintech, par aussi l'administration, telle que le e-government, l'éducation par le e-learning et la santé par la télémédecine. Et bien sûr, bien évidemment, d'autres secteurs. Aujourd'hui, donc, les États, les entreprises et même les citoyens dépendent fortement d'Internet, du cloud computing, de l'intelligence artificielle, des plateformes numériques. Donc, tout ceci crée un environnement hautement interconnecté et globalisé. Donc, cette transformation s'accompagne d'une dépendance croissante envers des entreprises étrangères comme le groupe GAFAM. Donc, GAFAM, c'est acronyme de plusieurs entreprises, grandes entreprises américaines, telles que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et aussi les entreprises BATX des entreprises chinoises qui incluent Alibaba et Xiaomi, par exemple, et bien sûr d'autres grandes entreprises. Donc, bien évidemment, cette transformation nous mène
à une dépendance. On va voir après, donc c'est quoi cette dépendance et c'est quoi les risques, etc. Donc, aussi, donc, cette transformation, on a dit, s'accompagne d'une dépendance envers les entreprises, comme j'ai cité deux grandes groupes d'entreprises ou bien stratégies d'entreprise, aussi des infrastructures externes comme les serveurs ou les câbles sous-marins ou bien le cloud, aussi bien des logiciels propriétaires. Donc, toute cette transformation nous accompagne à une dépendance par ceci. Donc, quels sont les risques de cette dépendance? Bien sûr, il y a plusieurs risques. Le premier risque, c'est la perte du contrôle sur les données. C'est le risque majeur parce qu'il y a des données très critiques comme les données médicales ou bien des données de défense ou bien les données de recherche stratégique. Aussi, il y a d'autres risques d'espionnage ou bien de cyberattaque. Donc, s'il y a les backdoors possibles, ou bien l'absence de maîtrise sur les mises à jour, ou bien difficulté à réagir rapidement. Aussi bien, il y a les risques sur l'influence économique par la hausse des coûts imposés de l'extérieur, la dépendance technique difficile à quitter parfois, et affaiblissement des entreprises locales. Il y a aussi des risques géopolitiques, par exemple imposer des sanctions ou bien suspendre des services ou bien exiger certaines conditions politiques. Et même il y a des risques démocratiques. Parfois, des grandes plateformes numériques influencent sur l'information ou bien l'opinion publique ou bien les élections aussi. Donc, les comportements sociaux par les réseaux sociaux ou bien les moteurs de recherche ou bien la publicité ciblée. Donc, tout ceci, ce sont des risques, des risques par cette dépendance technologique. Donc, c'est quoi la problématique? Donc, comment un État peut-il garder le contrôle dans un environnement numérique globalisé? Donc, la question ici, c'est comment on garde le contrôle. Vous vous souvenez du mot contrôle qu'on a dit? Eh bien, on va maintenant analyser donc comment les États vont faire le contrôle. Donc, face à cela, quel est le cœur de la souveraineté numérique? Eh bien, c'est la capacité de l'État à contrôler trois choses. Donc, pour dire qu'un État est souverain, donc numériquement, donc il doit contrôler trois choses principales. Contrôler les données, c'est-à-dire le stockage local ou sécurisé, la protection des données personnelles, la maîtrise des flux de données, et aussi maîtriser les infrastructures, c'est très important, comme les réseaux d'Internet, les centres de données, ce qu'on appelle les data centers, et aussi le cloud souverain. Et aussi développer des technologies, ou bien ces technologies, donc, c'est-à-dire ces technologies de l'État, propres à l'État, donc comme des logiciels nationaux, cybersécurité, développer des protocoles ou bien des lois de cybersécurité, innovation technologique, donc l'objectif principal est d'assurer la sécurité, l'indépendance et l'autonomie stratégique. Mais pour aboutir à ceci, on va voir quels sont les défis, les enjeux, les solutions, etc. Donc, la souveraineté numérique, c'est le pilier de la sécurité et le développement. Donc, nous vivons une période de changement géopolitique rapide où les grandes puissances combattent pour contrôler les nouveaux domaines stratégiques. Donc, la souveraineté n'est plus seulement géographique. La souveraineté moderne, maintenant, dépasse les frontières traditionnelles et englobe l'espace numérique, la maîtrise des données, des technologies et des infrastructures numériques.
Donc, les États réévaluent leur rapport à la technologie. Comment les États examinent donc le rapport à la technologie et aux infrastructures numériques afin d'assurer la maîtrise de leur espace numérique et de leurs données sensibles. Maintenant, on va définir d'une façon donc formelle la souveraineté numérique. Donc, d'une façon formelle, la souveraineté numérique désigne la capacité d'un État ou bien d'une organisation ou d'une société à contrôler ses données, ses technologies et ses infrastructures numériques, sans dépendance excessive à des acteurs étrangers. C'est ça, la souveraineté numérique. Donc, c'est la capacité, c'est-à-dire il n'y a pas, c'est relatif, c'est-à-dire donc c'est la capacité. On ne peut pas, surtout les pays émergents, donc on ne peut pas aboutir à une souveraineté, bien sûr, absolue. Donc, la souveraineté numérique est le prolongement naturel de la souveraineté classique, donc des frontières, ou bien le territoire physique, vers l'espace numérique et informationnel. Donc aussi, la souveraineté numérique, elle inclut le contrôle des flux transfrontaliers de données et le choix des technologies et systèmes au service des objectifs nationaux et de développement. Et aussi la protection des intérêts nationaux. Garantir que les données et l'espace numérique ne soient pas exploités par les acteurs étrangers d'une manière nuisible à la sécurité, à la stabilité et au développement national. Donc, c'est pourquoi, face à ce défi, donc, on a plusieurs modèles qui se dessinent. Ici, j'ai donné deux modèles. Donc, le modèle libéral occidental et le modèle souverainiste. Donc, parce que ces deux modèles que je viens de donner présentent les structures de débat mondial. Donc, le premier modèle, c'est le modèle libéral occidental. Il se base sur la priorité aux droits individuels et à la vie privée, donc approche fondée sur les droits individuels et la protection des données personnelles, considérées comme un droit fondamental du citoyen. Donc, le citoyen est au centre. Donc, ici, dans ce modèle, le citoyen est au centre. Les données personnelles au centre. Donc, ce modèle se base sur la limitation de l'emprise des grandes entreprises. Il vise à protéger le citoyen et à empêcher les grandes entreprises de dominer les données des utilisateurs grâce à des lois strictes et à des solides mécanismes de protection. L'exemple, le fameux exemple, ou bien l'exemple concret, c'est le RGPD. Donc, c'est l'acronyme de Règlement général sur la protection des données. C'est un règlement protégeant les données des citoyens européens. Donc, il est consacré aux citoyens européens. Donc, ce modèle, le modèle libéral occidental, donc l'exemple du pays qui le suit, les pays de l'Europe. Donc, ce règlement impose des obligations rigoureuses aux entreprises opérant dans l'Union européenne avec de lourdes sanctions en cas d'infraction. Donc, l'essence du modèle libéral, donc, ce modèle représente une souveraineté numérique libérale centrée sur les droits individuels et la vie privée plutôt que sur un contrôle direct de l'État. Donc, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est le modèle souverainiste. Il se base sur l'État et le contrôle de l'État. Donc, l'État au centre. Les caractéristiques de ce modèle, ce n'est pas comme le premier modèle qui est
centré sur les citoyens, ce modèle est centré sur l'État. Donc, placer l'État au centre de l'équation numérique plutôt que l'individu ou les entreprises privées. Donc, contrôle des données, maîtrise par l'État des flux de données transfrontaliers et des infrastructures nationales. Aussi, d'autres caractéristiques, l'autonomie technologique, recherche d'une autonomie technologique et réduction de la dépendance aux solutions étrangères monopolistiques. Donc, parmi les pays qui suivent ce modèle, on trouve la Chine et la Russie. Donc, les justifications et craintes, donc colonialisme numérique, donc crainte de la domination des grandes entreprises technologiques étrangères sur les données et les ressources numériques, sécurité nationale, protection des informations sensibles et des infrastructures critiques contre les menaces extérieures et l'indépendance économique parmi les justifications pour ce modèle. Construire une économie numérique locale autonome au lieu de dépendre des services étrangers. À vrai dire, aucun de ces deux modèles n'est parfait. Le premier est sous-estimé le rôle de l'État, le second peut glisser vers le contrôle autoritaire. Donc la plupart maintenant des pays cherchent aujourd'hui un équilibre entre les deux modèles. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc, on va comprendre les dimensions de la souveraineté numérique. La question qui se pose maintenant, sur quoi concrètement s'applique la souveraineté numérique? La réponse se tient en 4 dimensions que nous allons parcourir, juridique, technique, économique et sociale. On va commencer par la dimension juridique. En fait, la dimension juridique, c'est la première ligne, si vous voulez, de défense. Donc, la protection des données comme première ligne de défense. Pourquoi? Parce qu'un cadre légal solide oblige les acteurs étrangers à respecter les lois nationales sous peine de sanctions. Donc, pour protéger les données et la vie privée, donc, il faut un cadre législatif. Donc, mettre en place des cadres législatifs et réglementaires solides pour protéger les données et la vie privée constitue, comme on a dit, la première ligne de défense de la souveraineté numérique, car ces cadres obligent les acteurs donc à respecter les lois nationales. Ici, je vais donner quelques exemples de plusieurs pays ou bien des unions. Donc, une avancée africaine concrète. Donc, 39 États africains disposent de lois sur la protection de données personnelles, signées d'un engagement croissant en faveur de la vie privée. Exemple, Nigeria, en 2023, a adopté une loi moderne sur la protection des données, créant une commission spécialisée dotée de larges pouvoirs pour encadrer le traitement des données et sanctionner les contrevenants. Est-ce qu'il y a un problème? Si c'est possible, je ne sais pas si vous avez changé de diapo. Oui, j'ai changé, bien sûr. Je suis slide 14. Ah, d'accord, c'est slide 14. Vous pouvez continuer, docteur. Vous pouvez continuer. J'ai cru que c'était quand on est commencé. OK. Donc, deuxième exemple, la loi République numérique donc, de la France et bien sûr le fameux règlement général sur la protection des données qu'on a déjà parlé, le RGPD, qui donc lié à l'Union européenne. Aussi, la Data Governance Act, donc ce sont donc des conventions visant à faciliter et sécuriser le partage des données. Et le fameux Cloud Act, donc, il est donc lié aux États-Unis. Donc, il est perçu comme une menace pour l'autonomie européenne. Donc, le Cloud Act, il
toujours c'est comme un conflit avec le RGPD. Donc, parce que le Cloud Act, ses standards ou bien ses conventions, que les données, même à l'étranger, c'est-à-dire même en dehors des États-Unis, ils peuvent donc les fournir, qui est donc en conflit avec le RGPD. Donc, renforcement de la souveraineté juridique, donc ces évolutions législatives renforcent la souveraineté juridique numérique des États et leur donnent la capacité d'imposer leur autorité sur l'espace numérique à travers le droit national. Donc, passons maintenant à la deuxième dimension, c'est la dimension technique. Donc, la dimension technique, car sans infrastructure, bien sûr, pas de souveraineté. Donc, la dimension technique est un pilier important pour la souveraineté numérique. Quelles sont les composantes de l'infrastructure numérique? Les câbles sous-marins, donc, qui relient les continents au reste du monde et transportent les données internationales. Et aussi les centres de données, ce qu'on appelle les data centers, qui permettent le stockage et le traitement des données, et aussi les points d'échange, l'agrégation et routage du trafic des données régionales. Donc, à part aussi ces composantes, aussi les logiciels et matériels. Donc, le recours aux logiciels libres comme GNU Linux ou bien LibreOffice, le développement d'un écosystème de microprocesseurs européens RISC-V de ST Microelectronics participe à la recherche d'indépendance technologique. Donc, la maîtrise des infrastructures telles que les data centers, les réseaux télécoms, le cloud computing figurent au cœur de la souveraineté numérique. On ne peut pas parler de souveraineté numérique sans infrastructure. Et on va voir aussi, ce n'est pas que les infrastructures et ce n'est pas que les lois juridiques. Donc, en fait, toutes ces dimensions sont compléments. Donc, les débats en France sur la nécessité d'un cloud souverain, abordés notamment avec les projets comme Numergy et CloudWatt, témoignent de la volonté de réduire la dépendance à Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qui sont des cloud computing qui fournissent des services informatiques. Donc, aussi la France veut être indépendant entre côtes, par les infrastructures américaines. Concernant la réalité africaine, ici un autre exemple, la réalité africaine actuellement, moins de 1% de la capacité mondiale des centres de données, dépendance extérieure. L'Afrique dépend fortement de câbles sous-marins contrôlés par des entreprises étrangères. Aussi, des équilibres géographiques. Les centres de données se concentrent dans un petit nombre de pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et Nigeria. Donc, les initiatives émergentes, construction des centres de données locaux dans des pays comme l'Égypte, l'Afrique, Kenya ou Nigeria, partenariat avec des investisseurs mondiaux à des conditions garantissant le contrôle local et le transfert de technologies. Donc ici, la souveraineté numérique, en fait, c'est pas coupé avec le monde. Aussi, il y en a des partenariats. On peut faire des centres de données locaux avec des alliances avec des investisseurs internationaux, mais avec des conditions, bien sûr.
Donc, la question qui se pose, les centres de données actifs, les centres de données plutôt, actifs commerciaux ou bien actifs souverains? Donc, je vais vous raconter un cas concret, donc l'affaire du WorldCoin au Kenya. Ici, donc, le cas de WorldCoin au Kenya illustre les risques de collecte et de contrôle des données biométriques par des acteurs étrangers sans garantie suffisante. Donc, parfois, les centres de données sont des sources de vulnérabilité. Donc, l'importance stratégique des centres de données. Pourquoi ils sont importants stratégiquement? Parce que, en fait, les centres de données, ils permettent le stockage des données sensibles, données gouvernementales, parfois militaires, sanitaires et économiques. Donc, ce sont des données critiques. Donc, il ne faut pas être contrôlé 100% par des pays étrangers. La maîtrise des services numériques, contrôle des services cloud et des applications critiques, et l'autonomie technologique, ne pas dépendre de centres de données étrangers. Et c'est le cas ici de WorldCoin Kenya. Donc, c'est une société étrangère qui a voulu donc, collecter les données biométriques, donc je crois l'iris, donc la biométrie de l'iris. Donc, c'est quoi la leçon à retenir? Les centres de données doivent relever d'un contrôle national effectif et pas seulement d'investissements étrangers. Il faut des lois strictes protégeant les données personnelles et sensibles. Donc, ici, on va voir la concurrence mondiale autour des infrastructures numériques. En fait, il y a deux stratégies. La stratégie chinoise, donc, la fameuse Huawei et la 5e et les 5G, 5e génération. La Chine propose donc des solutions avancées de réseau 5G avec un financement souple et rapide, les centres de données, investissement direct, donc la construction de centres de données. Donc, c'est l'atout de la Chine, donc la rapidité et l'investissement par l'État. Donc, les atouts, financement souple, rapide, rapidité d'exécution et offre attractive. Bien sûr, cette stratégie mène à un risque de dépendance potentielle à la technologie chinoise et perte d'autonomie. La deuxième stratégie occidentale, le fameux Amazon Web Services et Microsoft Azure, Google, donc ce sont des services cloud géants aux standards mondiaux. Accent sur la sécurité, promotion de la sécurité des données et des standards ouverts. Les atouts de ces technologies, donc, ce sont des technologies avancées, grande fiabilité et standards mondiaux. Aussi, même risque, la domination des grands groupes, comme la GAFAM, comme on a déjà vu tout à l'heure, et contrôle occidental des données. Donc, la dépendance technologique, donc il faut faire un choix. Donc, les options disponibles, l'option chinoise, par exemple Huawei, donc technologie avancée et financement souple, mais risque de dépendance à la Chine, ou bien l'option occidentale avec par exemple Amazon Web Services et Microsoft Azure. Donc, ce sont des technologies fiables et standards mondiaux, mais contrôle aussi occidental des données, ou bien l'option locale, qui peut être autonomie complète, mais malheureusement, coût élevé et capacité encore limitée. Donc, le problème, chaque option s'accompagne de dépendance politique et le choix de l'une d'elles peut être interprété comme un alignement sur une puissance donnée.
il n'existe pas aujourd'hui d'option réellement neutre. La solution réaliste, c'est de construire un modèle hybride combinant plusieurs options tout en investissant durablement dans les capacités locales et dans la diversification technologique pour réduire la dépendance à une seule puissance. Okay? Passons maintenant à la dimension économique. Donc, la dimension économique, développer une industrie numérique locale. Le contrôle et la localisation des données numériques font partie intégrante de la souveraineté, bien sûr. Des stratégies européennes encouragent le développement de solutions respectueuses de la protection des informations des citoyens et le soutien à des entreprises européennes capables de stocker et traiter les données localement. Donc, nécessité de développer des industries numériques locales. Pour assurer une véritable souveraineté numérique, les États, par exemple africains, doivent développer des industries numériques locales solides, comme des éditeurs de logiciels ou bien des services numériques avancés et des opérateurs nationaux de télécommunications. Mais il y a un défi donc, principal, surtout le manque de compétences spécialisées, surtout en cloud computing, donc forte pénurie de spécialistes de cloud et des infrastructures numériques, aussi manque de cybersécurité, donc rareté d'experts en cybersécurité et en protection contre les attaques, aussi la demande mondiale, la demande internationale pour ces profils pousse les talents africains à partir à l'étranger. Donc la solution, investir dans l'enseignement technique et les universités spécialisées. Aussi créer des centres d'excellence en IA et en cybersécurité, aussi soutenir les startups et les projets numériques locaux et offrir un environnement compétitif attirant les talents locaux et ceux de retour de l'étranger. Passons maintenant à la dernière dimension, la dimension sociale. Donc, équilibrer contrôle et droit. Donc, cette dimension, si vous voulez, un peu délicate, car la souveraineté numérique peut être aussi dévoyée. Certains gouvernements utilisent le prétexte de la souveraineté pour censurer ou bien surveiller ou bien restreindre la liberté d'expression. Donc, il y a des risques. Donc, comme je viens de dire, certains gouvernements peuvent faire la censure, contrôle des contenus locaux et blocage de l'information au nom de la sécurité nationale. Atteinte à la vie privée parfois, surveillance disproportionnée des citoyens sous couvert de la protection de la sécurité. Et ceci, bien sûr, mène à une censure excessive ou bien frein à l'innovation et le progrès technologique dans la société. Donc, quelle est la solution? Toujours, je dis ce mot, donc l'équilibre. Pardon. L'équilibre judicieux, trouver un véritable équilibre entre la maîtrise nationale de l'espace numérique et le respect des droits et libertés des citoyens. C'est ça l'équation. Donc, un équilibre entre la maîtrise nationale et la liberté ou bien les droits des citoyens. Aussi bien transparence et responsabilité. Donc, mettre en place des mécanismes clairs de responsabilité et de transparence dans l'usage de pouvoirs numériques. Protection des libertés sur Internet, garantir l'accès libre à l'information et la liberté d'expression dans l'espace numérique et la protection des droits fondamentaux, ne pas sacrifier les droits humains fondamentaux au nom de la sécurité ou la souveraineté numérique.
Donc, ces 4 dimensions qu'on a déjà vues, donc juridique, technique, économique ou bien sociale, ne sont pas interdépendantes. Elles forment un écosystème, c'est comme l'écosystème naturel. Donc, un écosystème, il y a donc des choses dépendantes, dépendent de l'une de l'autre. Donc, aussi, c'est la même chose ici. Donc, avec ces dimensions de la souveraineté, donc, ces dimensions sont interdépendantes. Une loi sans infrastructure reste du papier. On ne peut pas faire une loi sans avoir d'infrastructure. Une infrastructure sans industrie locale reste une dépendance. Si on dépend totalement des infrastructures étrangères, une industrie sans garde-fous sociaux devient un risque aussi. Donc, il faut les 4 ensemble. Donc, ces dimensions forment un écosystème interdépendant nécessaire à la maîtrise des enjeux numériques contemporains. Donc, passons donc, à la troisième partie où on va explorer maintenant les enjeux donc, de la souveraineté numérique. Donc, protéger les droits, sécuriser les infrastructures et conserver une capacité de décision dans l'espace numérique. Donc, voilà, donc, cette phrase, il y a les 3 grands enjeux que nous allons maintenant examiner. On va commencer par les enjeux géopolitiques de la donnée. Donc, la donnée est devenue un actif de puissance économique, technologique et politique. Celui-ci concerne les données, les capacités de calcul aussi, et les plateformes capturent une part croissante de la valeur. Les dépendances critiques portent sur le cloud, l'IA, les puces, les logiciels, les câbles sous-marins et les standards techniques. Donc, l'extraterritorialité de certaines législations étrangères peut créer des tensions entre sécurité, commerce et protection des droits. Exemple, Cloud Act, que je viens de le dire tout à l'heure, on a dit que c'est une loi américaine, prétend s'appliquer à des données stockées en Europe. Cela crée des tensions qui dépassent le pur technique. Donc, c'est pourquoi on parle d'enjeux géopolitiques. Donc, par exemple, comme je viens de dire, donc, Cloud Act peut être en conflit avec le règlement général sur la protection des données en Europe. Donc, la réponse européenne combine plusieurs leviers, un marché intérieur, des espaces de données sectoriels, des règles de partage et des investissements donc, dans les capacités clés. Passons maintenant à un jeu aussi très très important donc, pour la souveraineté numérique. Donc, c'est bien sûr l'enjeu de cybersécurité. Sans sécurité des systèmes, il n'y a pas aussi de souveraineté crédible. Donc, on peut avoir les plus belles lois, les plus belles data centers. Si une attaque paralyse un hôpital ou une administration, tout s'effondre. Donc, la sécurité est primordiale pour assurer la souveraineté. Quelles sont les priorités donc, de la cybersécurité? Et les priorités sont renforcer la gestion des risques, bien sûr, la détection et la réponse aux incidents, sécuriser les opérateurs essentiels, l'administration et les fournisseurs critiques, et traiter la sécurité dès la conception et des produits tout au long de leur cycle de vie. Et développer donc les compétences, les CSIRT et SOC, donc les centres de surveillance, la coopération et la culture de sécurité.
Donc, on a dit bien que la cybersécurité est un élément indispensable de la souveraineté numérique. Donc, la souveraineté n'a pas de sens si l'infrastructure est compromise ou bien menacée. La cybersécurité n'est pas un supplément, mais plutôt un fondement de la souveraineté numérique. Donc, si on parle d'un enjeu primordial, quels sont les éléments clés de la cybersécurité? Donc, la protection efficace, les systèmes de défense avancés contre les attaques et les intrusions, détection de la réponse, capacité à détecter les attaques et agir rapidement, gouvernance et responsabilité, donc structure claire et mécanisme effectif de reddition de comptes, renforcement des capacités, développer des compétences locales spécialisées en cybersécurité. Ici, je donne exemple de défis africains. Donc, il y a forte pénurie d'expertise et de ressources financières consacrées à la cybersécurité, malheureusement. Besoin d'un cadre continental unifié plutôt que d'approches nationales dispersées. Donc, l'Afrique, une cible croissante des cyberattaques. Donc, vous voyez, quand il n'y a pas une infrastructure solide, il y a toujours vulnérabilité. Et automatiquement, il n'y a pas donc souveraineté. Donc, parmi les attaques connues, les ransomware, donc attaques qui chiffrent les données et exigent une rançon, elles visent les administrations, les banques, les hôpitaux, etc. Le phishing, qui sont des messages frauduleux visant à voler les données des utilisateurs. Ils se propagent vite en raison du faible niveau de sensibilisation. Attaque par déni de service, DOS, donc attaque qui paralyse les services numériques et les sites gouvernementaux en les saturant de requêtes factices. Aussi, l'espionnage, donc tentative de vol d'informations sensibles auprès de gouvernements et de grandes entreprises, et aussi attaque à caractère politique. Quels sont donc les défis de défense et les limites de la réponse? Donc, les défis actuels, manque de ressources, budget, ici on parle de l'Afrique, hein. Donc la plupart des pays de l'Afrique. Donc, manque de ressources, budget limité consacré à la cybersécurité, manque d'expertise, très faible nombre de spécialistes en cybersécurité, faible sensibilisation, parfois aussi manque de sensibilisation des agents publics à l'importance de la cybersécurité dans la protection des services publics et des données sensibles. Aussi, parfois manque de coordination, chaque État agit isolément. Systèmes aussi anciens, parfois des systèmes d'information obsolètes et peu sûrs. Bien sûr, s'ils sont obsolètes, ils sont vulnérables par des attaques. Les solutions proposées, donc accroître l'investissement, consacrer des budgets plus importants à la cybersécurité, c'est très très important. L'enjeu le plus important, c'est la cybersécurité. Donc, renforcer les capacités, programmes de formation et développement des compétences locales, élever le niveau de sensibilisation, coordination régionale et modernisation des systèmes. Donc, la cybersécurité réelle ne se limite pas à se protéger des attaques. Ce n'est pas juste la défense. Elle suppose aussi une maîtrise complète des technologies utilisées et la capacité de vérifier l'absence de portes dérobées, ou ce qu'on appelle les backdoors, et de vulnérabilités intentionnelles. Donc, il faut mettre des systèmes de défense avancés, choisir les technologies stratégiques et maîtriser, bien sûr, leur évolution. Aussi, pouvoir examiner le code source, contrôler les infrastructures et vérifier l'absence de vulnérabilité et aussi garantir qu'aucun mécanisme caché ne permet un accès non autorisé.
Donc, le défi africain, la dépendance à des technologies fermées ou ce qu'on appelle closed source, donc ce sont les opposés de open source, ne permettant pas, bien sûr, l'audit. L'impossibilité de vérifier l'absence de backdoor dans le matériel et notamment le logiciel. Donc, la solution est d'investir dans l'open source et les technologies transparentes, qu'on va le voir dans la prochaine partie. Donc, les enjeux de données de santé maintenant. Troisième enjeu, donc les données de santé sont extraordinairement précieuses parce que les données de santé améliorent le diagnostic, la prévention, le pilotage des soins et la recherche, bien sûr, médicale. Donc, leur sensibilité impose des exigences élevées, confidentialité, minimisation, traçabilité et sécurité. L'espace européen, par exemple, des données de santé, ce qu'on appelle EHDS, cherche à organiser un accès et une réutilisation plus sûre et interopérable. La confiance dépend aussi de la sécurité des hôpitaux, des logiciels médicaux aussi, et les infrastructures d'hébergement. Donc, la souveraineté numérique n'est pas le repli, c'est la capacité à choisir ses dépendances, à protéger ses valeurs et à garder une marge de manœuvre stratégique. Donc, elle tient en 5 verbes d'action: exécuter, investir, sécuriser, interopérer et gouverner. Passons maintenant à la partie la plus concrète. Que faire? Quelle stratégie et quelle solution? Que recouvre la souveraineté numérique? Donc, on a déjà dit que la souveraineté numérique désigne la capacité d'un État ou d'une union politique à fixer ses règles, protéger ses intérêts et réduire les dépendances critiques dans le numérique. Donc, il y a 3 règles qui sont les piliers donc, de la souveraineté numérique. Les données, les infrastructures et les règles. Donc, les données qui collectent, qui stockent, qui traitent et valorisent la donnée, la maîtrise de la donnée aussi conditionne l'IA, l'innovation et la puissance économique. Les infrastructures, comme on a déjà dit, comme le cloud, les semi-conducteurs, c'est très, très important aussi les semi-conducteurs. C'est une sorte de souveraineté aussi numérique. Réseaux, câbles, calculateurs, logiciels, etc. Les règles, la souveraineté se joue aussi dans la capacité à imposer des normes, protection des droits, concurrence, sécurité, interopérabilité. Donc, en pratique, la souveraineté numérique consiste à arbitrer entre ces 3 exigences. Protéger les libertés, gagner en résilience stratégique et rester capable d'innover à grande échelle. Donc, c'est ça l'équation. C'est ça, donc, le target, donc le but de la souveraineté numérique. Donc, on va commencer par la première stratégie, donc la maîtrise des données. Donc, la maîtrise des données, bien sûr, le but est de garder le contrôle sur les données sensibles, comme les données des citoyens, les données de défense, l'économie, santé. Localisation des données, data centers nationaux ou bien régionaux. Loi sur la protection des données, exemple, quand on a déjà parlé, les RGPD, et les politiques de data governance et la promotion du chiffrement et de la cybersécurité. Donc, c'est ça la première stratégie donc, de la maîtrise de données.
On a donc parlé déjà de RGPD et les mécanismes de coopération européenne. Donc, on a dit que c'est un règlement général sur la protection des données, un standard élevé de protection des données personnelles et des droits des individus. Donc, un effet d'entraînement international, donc le cadre européen devient une référence au-delà de l'Union. Donc, le RGPD est devenu une référence mondiale. Le Brésil, le Japon, la Corée du Sud, de nombreux pays africains aussi se sont inspirés donc, de ce règlement. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. Donc l'Europe exporte ses standards par le droit. La deuxième stratégie, donc le développement d'infrastructures locales. Donc, le but est de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers, comme par exemple le développement d'un cloud souverain européen, appelé GAIA-X. L'idée n'est pas de concurrencer ici frontalement le Amazon Web Service ou bien Microsoft Azure, mais de garantir une alternative souveraine pour des données sensibles. Donc, aussi des réseaux nationaux sécurisés et des centres de données nationaux. Troisième stratégie, donc, soutien à l'écosystème technologique local. Donc, cela passe par le financement des startups technologiques, l'encouragement des entreprises nationales et la création de pôles d'innovation. Passons maintenant à une stratégie très importante, la stratégie d'émancipation numérique de l'open source. Les logiciels en fait open source, donc on les connaît par open source software, sont des logiciels comme on connaît. Le code est accessible, ce ne sont pas des closed software, donc sont open, donc c'est-à-dire le code est accessible. On peut voir le code, on peut le modifier et améliorer librement, ce qui garantit la transparence et réduit la dépendance monopolistique. Les indicateurs stratégiques, donc le code peut être vérifié pour assurer l'absence des portes dérobées, l'autonomie, ne pas dépendre des entreprises étrangères monopolistiques, coût réduit, parce que en général, les logiciels open source, absence de frais de licence, développement local, donc encourager les développeurs locaux à contribuer et à innover, et meilleure sécurité, bien sûr, parce que revue du code par des milliers de développeurs dans le monde permet donc une meilleure sécurité. Exemples mondiaux, donc, la plateforme donc, web WordPress, le fameux serveur web Apache, donc des milliers de serveurs web dans le monde sont par l'open source Apache, et aussi le fameux système d'exploitation, donc Linux, donc, que des milliers de gens l'utilisent. Donc, l'open source, c'est un levier de renforcement des capacités locales parce qu'il transforme les utilisateurs de consommateurs passifs en développeurs et contributeurs actifs à la construction de la technologie locale. Voie de renforcement des capacités donc des open source, l'éducation et formation, donc on trouve des programmes pédagogiques gratuits fondés sur l'open source. Communauté de développeurs, créer des communautés locales, développeurs et contributeurs. Innovation locale, développer des solutions adaptées aux besoins des marchés locaux. Les startups, donc soutenir les jeunes entreprises qui bâtissent des produits sur l'open source. Export et revue, donc exporter des services et solutions locaux vers le marché mondial. Donc, le résultat, construire une économie numérique locale, forte et autonome au lieu de dépendre de solutions étrangères. Donc, quelles sont les tendances mondiales qui utilisent l'open source dans les administrations?
On trouve la France, donc les administrations françaises ont adopté l'open source dont leur ministère économise des millions d'euros par an de ce fait. L'Espagne aussi a imposé l'usage de l'open source dans les marchés. L'Estonie, donc l'Estonie a utilisé des logiciels ouverts pour construire l'un des gouvernements numériques les plus avancés. Aussi, l'Allemagne a investi massivement dans l'open source. L'Inde, le Brésil, etc. Donc, il y en a plein de pays qui utilisent donc l'open source. Donc, transition, donc des dizaines d'États basculent vers l'open source dans leurs services publics. Donc, l'open source est devenu un standard international de sécurité et de transparence. Et les grandes entreprises et les gouvernements investissent des milliards de dollars dans l'open source. Donc, c'est une stratégie, bien sûr, très, très utile. Autre stratégie, donc, la formation et le développement des compétences, très important aussi. Pour assurer la souveraineté, il faut investir dans l'éducation numérique. Donc, développer des compétences locales en investissant dans l'éducation numérique, la formation continue aussi, des employés et l'attractivité des talents parfois. Donc, aucune souveraineté numérique n'est possible sans souveraineté intellectuelle. Le cadre juridique et réglementaire, donc bien sûr, toujours on a besoin d'un cadre juridique et réglementaire. Loi sur la cybersécurité, en protégeant les systèmes informatiques, éviter le piratage, obliger les entreprises à sécuriser leurs données. Par exemple, une banque doit protéger les données de ses clients. C'est très important, bien sûr. La régulation des plateformes étrangères, l'État veut contrôler les grandes plateformes venant de l'étranger comme Google, Facebook, TikTok, etc., pour imposer des règles locales ou protéger les utilisateurs. Protection contre les ingérences, exemple fake news venant de l'étranger, manipulation des élections et les cyberattaques. Donc l'État met des lois pour se protéger contre tout ceci. Une stratégie ou bien une solution très très importante, c'est la coopération internationale stratégique. En fait, beaucoup comprend que la souveraineté, c'est-à-dire la liberté, mais non, ou bien l'isolement. Non, pas du tout. La vraie souveraineté, c'est pouvoir choisir ses collaborations, contribuer aux règles communes et faire partie d'alliances régionales, comme par exemple l'Union africaine, l'Union européenne, ou bien ASEAN, donc ce sont des unions des pays asiatiques du sud d'Asie. Donc, la coopération internationale stratégique, c'est très important. Donc, il y en a des partenariats entre pays et des standards communs, comme le RGPD dans l'Union européenne. Et aussi, il y a des règlements entre les pays africains, et plein d'autres unions. Donc, la souveraineté n'est pas tout à fait, c'est pas l'isolement, c'est au contraire. Donc, la stratégie de la sécurité et la cybersécurité, déjà on a parlé, donc le renforcement des capacités cyber, la protection des infrastructures critiques comme les hôpitaux, les transports, etc. Et la création d'agences nationales en France, comme l'ANSSI, en Allemagne, le BSI, et au Maroc, la DGSSI. Donc, voici un exemple de mise en œuvre. Prenons un exemple concret de mise en œuvre. Imaginez un État qui décide de passer en administration à un cloud souverain. Qu'est-ce que cela implique? Donc, première étape, un audit des données et des systèmes existants. Deuxième étape, un appel d'offres. Troisième étape, une migration progressive, jamais d'un seul coup, hein.
Et quatrième étape, une formation intensive des équipes. Et cinquième étape, un monitoring continu et des audits réguliers. Donc, quel est l'enjeu clé de tout ce qu'on a déjà vu? L'enjeu est l'équilibre, ou bien la cohérence, ou bien ce que vous voulez. Donc, on ne doit pas avoir trop de dépendance et pas trop de fermeture. L'enjeu clé, c'est le mot, la cohérence. La cohérence entre le droit et l'infrastructure, entre l'investissement et la formation, entre la sécurité et les libertés, entre l'ambition nationale et l'ouverture internationale. Donc, sans cohérence, les politiques de souveraineté numérique deviennent des slogans. Avec cohérence, elles deviennent des réalités. Donc, quels sont les bénéfices que l'on peut raisonnablement attendre par la souveraineté numérique? Une meilleure protection des données des citoyens et des institutions, une résilience accrue face aux crises géopolitiques et aux cyberattaques, une compétitivité économique renforcée par un écosystème local dynamique et une confiance retrouvée des citoyens dans leurs institutions numériques et aussi une marge de manœuvre stratégique qui permet à un pays de choisir son futur plutôt que de le subir. Enfin, la souveraineté numérique n'est pas une fin en soi, mais un moyen de garantir un avenir numérique maîtrisé, sécurisé et porteur de progrès. L'avenir de la souveraineté numérique repose sur un équilibre. Donc toujours, on cherche un équilibre intelligent entre autonomie et ouverture. On ne doit pas être fermé. Et, et aussi, on ne peut pas être dépendant totalement. Donc, un équilibre entre l'autonomie et l'ouverture. Comment? Par développer des infrastructures locales performantes, investir dans les technologies émergentes, comme l'IA, le cloud, etc., renforcer les compétences nationales, encourager l'innovation locale et les start-up, mettre en place une coopération internationale maîtrisée. On peut coopérer avec des pays étrangers, mais sous contrôle maîtrisé. Donc, à long terme, l'objectif est de construire un écosystème numérique souverain, sécurisé, innovant et compétitif, capable de soutenir le développement durable et la stabilité nationale. Merci bien pour votre attention. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui sont... Pardon, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, nous avons Ali Madi. Ali Madi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à saluer la pertinence de votre présentation, notamment sur les défis liés à la dépendance technologique. Cela m'amène aussi à poser d'abord une question sur comment concilier les exigences de souveraineté numérique avec la nécessité d'utiliser des solutions technologiques performantes, souvent par exemple proposées par des fournisseurs. C'est ça ma première question. Répétez s'il vous plaît. La question, c'est que je veux savoir comment concilier les exigences de souveraineté numérique avec la nécessité d'utiliser des solutions technologiques, des technologies performantes, souvent proposées par des fournisseurs. Comment concilier les exigences de souveraineté numérique? Les exigences comme par exemple quoi? La sécurité,
les enjeux, si vous voulez. Oui, à la fin de la question, j'ai dit que souvent proposé par des fournisseurs. Par exemple, là, en tant que, par exemple, un DSI, par exemple, un responsable, peut-être proposer des logiciels. Donc, dans mon entreprise, par exemple, donc, je vous pose la question, comment concilier les exigences de souveraineté numérique avec la nécessité d'utiliser des solutions technologiques performantes? Donc, c'est pour ça que je dis souvent, cet exemple, souvent proposé par les fournisseurs. En fait, ici, on parle de souveraineté numérique au niveau État. Donc, en tant qu'individu, on ne peut pas... OK, on peut parfois faire de la souveraineté, comme utiliser par exemple des logiciels open source. Donc, c'est une solution qui peut être faite par un citoyen. Mais tout ce que je parle tout à l'heure, c'est la souveraineté au niveau État. À la rigueur, les entreprises. Donc, en tant que citoyen, sous un directeur, donc vous ne pouvez pas faire grand chose, sauf que vous maîtrisez les logiciels open source et vous voulez par exemple les utiliser. Donc, mais on ne peut pas utiliser des plateformes open source dans une société qui ne fait pas, qui n'utilise pas ces logiciels. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, ici, on parle de souveraineté au niveau État et au niveau entreprise. Donc, tout d'abord, il faut commencer de haut. Donc, la souveraineté au niveau État, après au niveau entreprise et pour aboutir aux citoyens. Mais en tant que citoyen, à la maison, par exemple, ou bien, je ne sais pas, vous pouvez utiliser, bien sûr, l'open source, comme Linux, par exemple, dans votre ordinateur. Mais dans une entreprise qui n'utilise pas les plateformes open source, comment vous allez utiliser? Donc, ça n'a pas de sens. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Sur ma deuxième question, si je veux savoir, par exemple, comment mesurer concrètement l'efficacité d'une stratégie, comme vous avez parlé tout à l'heure. Donc, comment mesurer l'efficacité c'est-à-dire concrètement l'efficacité d'une stratégie de cybersécurité dans une organisation, exemple, publique. Les mesures, bien sûr, ça dépend aussi, c'est relatif. Donc, s'il n'y a pas des attaques couramment et il y a une défense adéquate, il n'y a pas de backdoors couramment. Donc, on peut dire que la sécurité est relativement parfaite. Mais s'il y a toujours des attaques, des failles, des vulnérabilités à tout moment, et il n'y a pas de vraie infrastructure de système de détection et de prévention, donc on ne peut pas dire que la cybersécurité dans cette entreprise est adéquate. Donc, il y en a plusieurs stratégies de sécurité, comme utiliser les antivirus, les firewalls, les systèmes de détection comme les EDS et EPS, le chiffrement, le sauvegarde sécurisé aussi, c'est très important. Si l'entreprise s'investit beaucoup en infrastructure, donc elle peut faire sauvegarder les données sensibles, donc en cas de paralysie ou bien d'attaque, elle peut trouver donc ces données. Donc ça dépend, c'est relatif. On peut pas, il n'y a pas de cybersécurité parfaite. Ça c'est sûr, parce que toujours il y a un minimum d'attaques ou bien de failles. Mais il y en a bien sûr des entreprises comme par exemple
des ministères de défense ou bien les banques, ils investissent plus dans l'infrastructure de cybersécurité. Donc, la mesure ici, c'est relatif. Est-ce que j'ai bien... Merci. Merci aussi. Oui, bien, merci. Et pour ma dernière question, je vais tout simplement préciser l'environnement. Bon, c'est presque le même concept, mais je veux savoir tout simplement quelle approche recommandez-vous pour sécuriser les données sensibles dans un environnement, par exemple, hybride. C'est-à-dire hybride que je parle. Environnement de quoi? Entreprise? Hybride, hybride. C'est-à-dire que je parle de local plus cloud. Par exemple, local, cloud, dans un environnement hybride. Oui, vous parlez de l'entreprise, au niveau entreprise? Oui, au niveau entreprise, bien sûr. Mais j'ai précisé l'environnement qu'on utilise. Par exemple, je dis bien que quelle approche recommandée pour sécuriser les données sensibles dans un environnement hybride. C'est-à-dire, je parle de l'entreprise, mais en précisant l'environnement qu'on utilise. Par exemple, sauvegarder les données sensibles en cloud. En cas d'attaque, qui paralyse donc les serveurs de l'entreprise locaux, il y a une sauvegarde donc sécurisée en cloud. Donc, les grandes entreprises donc investissent donc pour ce genre donc de stratégie ou bien de mécanisme de sécurité. OK. Oui, merci beaucoup. Oui, merci infiniment. Merci. Merci aussi à vous. Oui. Merci. Super, donc nous avons une autre question via le chat. Avant, merci pour les informations que j'ai trouvées utiles et d'actualité. En effet, ma question est la suivante. Si la souveraineté nationale s'appuyait autrefois sur le contrôle physique du territoire, elle dépend aujourd'hui de la maîtrise de la rapide technologie de l'IA, GPU, mégadonnées talent. Étant donné qu'aucun État isolé ne peut rivaliser seul avec les investissements colossaux des hyperscalés mondiaux, la souveraineté numérique nationale n'est-elle pas devenue une illusion tant qu'elle ne s'intègre pas dans une mutualisation régionale des ressources, puissant de calculer partagé, cloud souverain régional? La question, c'est quoi? Je n'ai pas bien assimilé la question parce que c'est très lent. S'il vous plaît, essayez de résumer parce que comme ça, je ne peux pas assimiler la question. Ok, Imam, veuillez s'il vous plaît clarifier votre demande. Jusqu'à l'arrivée du participant Imam, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Bouchra est à votre disposition. C'est le moment ou jamais. Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions, tout le monde? Nous avons Imam face au coût colossal des infrastructures de l'IA. La souveraineté numérique ne doit-elle pas désormais se définir par une mutualisation régionale des ressources plutôt que par une ambition nationale isolée? Honnêtement, Malak, je ne peux pas comprendre. Tout d'abord, votre voix est interrompue. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'elle peut parler, l'étudiante? C'est mieux. Je vais répéter. Imam, face au coût colossal des infrastructures de l'IA, la souveraineté numérique ne doit-elle...
pardon, Malak, face au quoi? Face au coût. Face au coût. Ah, ok, face au coût. Hein? Colossal. Attendez, je vais écrire face au coût. Colossal des infrastructures de l'IA. Mhm. La souveraineté numérique ne doit-elle pas désormais se définir par une mutualisation régionale des ressources plutôt que par une ambition nationale isolée? Face au coût de l'infrastructure de l'IA. Après, qu'est-ce que vous avez dit? Là, je n'ai pas bien assimilé la question. Face au coût de La l'infrastructure. souveraineté numérique ne doit-elle pas désormais se définir par une mutualisation régionale des ressources? Oui, c'est le but. C'est la souveraineté. Elle doit être. C'est pas doit être. On veut aboutir à être. À aboutir aux ressources locales. Bien sûr, c'est le but. Mais c'est pas la souveraineté, c'est pas le but d'être vraiment indépendant totalement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, surtout pour les pays émergents, comme les pays africains, par exemple, ou bien d'autres pays. On ne parle pas ici de les États-Unis ou bien l'Union européenne. Et même l'Union européenne, c'est pas vraiment de la souveraineté numérique parfaite. En fait, il n'y a pas de souveraineté numérique parfaite, mais on cherche toujours un modèle de souveraineté qui combine l'équilibre, donc comme je viens de dire ici, donc l'équilibre entre l'investissement ou bien l'équilibre entre la dépendance parfois, c'est pas la dépendance, mais la coopération avec des entreprises étrangères et aussi il faut développer par exemple des clouds locaux ou bien des logiciels locaux aussi. Pourquoi pas? Mais on peut pas dire que il y a vraiment une souveraineté numérique parfaite, surtout pour les petits pays. OK? On cherche donc un modèle hybride, équilibré, cohérent. OK? Super. Donc, merci infiniment pour ceux qui ont des questions. Veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. J'espère que tu veux dire. Alors, nous avons une question d'Abdul Ali Shurti. Si le gouvernement n'investisse pas de la cybersécurité, alors comment nous pouvons faire face à cette situation en tant que nous qui ne sommes pas dans le gouvernement? Nous comprenons les dangers de la menace de nos données? Oui, bien sûr, il y a une grande menace. Mais il faut que les entreprises trouvent des solutions surtout pour les données sensibles. En tant que citoyen, euh, on ne peut pas faire grand chose, sauf on installe des antivirus ou bien firewall ou bien faire une authentification multifacteur, par exemple. Mais par exemple, ma boîte email. Mais l'entreprise doit investir, bien sûr, pour c'est-à-dire les règles de cybersécurité internationale, surtout les données médicaux, les données personnelles, bancaires, etc. Donc, c'est indispensable.
vous, en tant que citoyen, si l'entreprise n'est pas sécurisée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas faire grand chose. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème de l'entreprise, de l'État aussi. Surtout pour les ministères. OK? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, Abdoul veut continuer sa question. Est-ce qu'on peut faire de manifestations? Manifestation? Comme quoi? Oui. Manifestation? Je ne sais pas. On n'entre pas dans la politique. Ah, d'accord. Éloignons-nous de la politique. C'est quoi ça, cette question? Est-ce qu'on peut faire une manifestation? Non, et vous faites une manifestation et le pays est pauvre, ne peut pas s'investir. Qu'est-ce qu'on va faire comme ça? Non, c'est pas. Il faut tout d'abord commencer par vous-même, étudier. L'éducation, c'est très, très important. La sensibilisation, la formation. Aussi, le rôle de l'État, c'est très important. Les entreprises aussi. Mais manifester, c'est pas, à mon avis, hein, personnel, c'est à mon avis personnel. Donc, la manifestation, c'est pas toujours la solution, surtout dans les pays pauvres. Bon, en Europe, peut-être les manifestations parfois trouvent une solution, mais on n'entre pas dans la politique. Ok, merci bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, je vais donc quitter. Docteur, nous avons également une autre question d'Imam. Ah, ok, ok. Si j'ai bien compris, pour la sécurisation, l'entreprise est plus responsable que l'État. Mais bien l'État doit imposer des lois à toute question concernant l'État et la politique, s'il vous plaît. On veut passer ce genre de choses. Passez, s'il vous plaît, parce que ce sont des choses liées aux États. C'est pas mon problème. C'est la cybersécurité. Si vous avez d'autres questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Abdoul Ali Achout a dit manifestations concernant les entreprises qui ne sont pas en sécurité. Eh ben aussi, c'est pas vraiment une solution. Je ne sais pas. Il faut faire, par exemple, un meeting mieux que faire une manifestation. Parler avec vos directeurs ou bien discuter avec vos collègues, les ingénieurs. Donc, c'est mieux, à mon avis. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Personne n'a des questions? Alors, je ne sais pas si nous pouvons répondre à cette question, docteur. Comment les politiques du cybersécurité influencent-elles le niveau de la souveraineté numérique des systèmes d'information publics? On a bien expliqué ceci. On a dit que l'un des enjeux principaux de la souveraineté, c'est la cybersécurité. Bien sûr, si par exemple, votre État est vulnérable, il y a il y a des grandes failles, donc il y a perte de données.
vol de données très sensibles parfois, donc qu'on ne peut pas parler de souveraineté. Donc, si vos données sensibles sont éparpillées dans le monde, sont volées, sont perdues, donc c'est très important. Il faut l'un des piliers de la souveraineté, c'est sécuriser les données et les infrastructures aussi, tout donc ce qui concerne vos données sensibles. Si vos données sont volées, comment on parle de souveraineté? Non, elle n'a pas de sens. D'autres pays peuvent manipuler donc ces données pour des buts politiques parfois, des buts parfois pour les guerres, etc. OK? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur un chat. OK, nous avons Iman Ali Hamidi. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ok, bon, c'est juste pour poser une question parce que par rapport à la dernière, on peut dire le dernier commentaire que j'avais ajouté, c'était juste pour savoir parce que bon, j'ai compris comme quoi dans un pays, même si par exemple les entreprises sont responsables, mais au moins l'État doit imposer en fait des lois pour persuader un peu on peut dire les hackers, on peut dire. Pour dire, par exemple, que si quelqu'un a hacké quelque chose, voilà ce qu'il attend, par exemple. C'était juste ça, mais ce n'est pas d'entrer dans, on peut dire, pour savoir qu'est-ce que l'État peut faire, on peut dire, en dehors du règlement. Parce que si on parle de la partie cybersécurité, ce n'est pas juste le côté soft, on peut dire, et hardware, mais il y a aussi le côté, on peut dire, juridique. Et tout ce qui est juridique, c'est l'État en quelque sorte qui régularise. C'était dans ce sens-là. C'est là, je voulais juste me rassurer comme quoi est-ce que je suis dans le vrai ou bien c'est bon. Oui, tout à fait. C'était dans ce. Donc c'est pour cela. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Très bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense qu'il n'y a plus de questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci pour tous les participants, pour vos questions, pour vos commentaires. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore la semaine prochaine avec 3 séminaires. Le passage de la 2D à la 3D en design packaging à l'aide de l'IA, la traduction d'un livre comment faire et enfin les approximants de padé. Merci à vous tous, nous vous souhaitons une excellente fin de journée et au revoir. Au revoir, merci.